Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la jeunesse. Le thème de cette journée internationale de la jeunesse 2020, l'engagement des jeunes pour une action mondiale, vise à mettre en évidence la manière dont l'engagement des jeunes au niveau local, national et mondial enrichit les institutions et les processus nationaux et multilatéraux. Ce thème vise aussi à tirer les leçons sur l'amélioration de leur représentation et leur engagement dans la politique institutionnelle formelle de leur pays. Alors que l'ONU célèbre son 75e anniversaire et qu'il ne reste plus que 10 ans pour faire du programme de développement durable une réalité pour tous, la confiance dans les institutions pour tous, dans les institutions publiques, s'érode au niveau international. Dans un monde de plus en plus polarisé, le système international de gouvernance traverse actuellement une crise de légitimité et surtout de pertinence. Cette crise est enracinée dans la nécessité de renforcer la capacité du système international à agir de concert et à mettre en œuvre des solutions aux défis et menaces pressants tels que certains conflits actuels ou des urgences humanitaires, mais aussi certains défis mondiaux tels que la pandémie de Covid-19 et les changements climatiques. Permettre également l'engagement des jeunes dans les mécanismes politiques formels accroît aujourd'hui l'équité des processus politiques en réduisant les déficits démocratiques, contribue à des politiques meilleures et plus durables et a également une importance symbolique qui peut contribuer davantage à restaurer la confiance dans les institutions publiques. Le thème de cette année cherche ainsi à mettre en lumière l'engagement des jeunes à travers ces 3 volets. Le premier volet, c'est un engagement au niveau local et ou communautaire de chaque nation, de chaque pays. Le second volet, un engagement au niveau national, formulation de lois politiques et mise en œuvre. Et bien sûr, le troisième volet, un engagement au niveau mondial. Pendant ce temps, sur le continent africain, on note tout simplement que lorsqu'on a besoin d'un suffrage justement à la magistrature suprême, on se dirige justement vers les jeunes. Mais dès que les campagnes sont terminées, la jeunesse est oubliée. On parle également aujourd'hui d'insertion professionnelle. C'est la même jeunesse qui descend dans les rues pour réclamer à corps et à cri la parole, à corps et à cri la démocratie, à corps et à cri l'emploi. C'est la même jeunesse qu'on utilise comme des chairs à canon. C'est la même jeunesse qu'on utilise tout simplement comme étant l'occasion de dire le fer de lance de la nation. Mais fer de lance de la nation qui ne fait absolument rien, puisque cette jeunesse ne travaille pas et n'entre pas dans le gouvernement, n'entre pas parfois même dans les politiques du gouvernement. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Afrique politique, la jeunesse africaine réclame la parole et surtout les décisions. Pourtant, on le sait très bien, dans les années avant les indépendances, ce sont les jeunes qui se sont battus corps et âme pour donner, il faut le dire, la liberté, l'indépendance à leur nation. Patient Parfundo. Je pense que c'est un sujet extrêmement important, d'autant plus que nous sommes dans un continent où les statistiques qu'on nous donne donnent à penser que l'Afrique est un continent jeune. Oui. Nos pays ont des moyennes d'âge qui frisent souvent 20 ans. C'est quelque chose d'exceptionnel dans le monde. Et ça veut dire que nous sommes un continent d'avenir. Quand vous avez la jeunesse... Hier, on parlait de nos villages. Quand vous êtes dans un village où il y a de la jeunesse, ça veut dire que c'est un village dynamique, un village qui a de l'avenir. Alors, si dans un pays, vous avez de la jeunesse, et en grand nombre, que c'est cette jeunesse-là qui constitue, j'allais dire, la frange la plus importante de votre population, cela veut dire que vous avez des possibilités d'aller de l'avant. Si on peut faire un paradoxe, je dis avec l'Occident, vous avez l'antisme de l'Occident. Malgré tous les décisions, les mesures, les discours, les idéologies qui sont développées contre l'immigration, en réalité, l'Europe et l'Occident ont besoin de l'immigration des pays du Sud. Pourquoi? Parce qu'ils ont une population vieillissante. Et une population vieillissante avec des systèmes sociaux qui donnent la part belle à ces retraités qui ont travaillé, certes, pendant qu'ils étaient encore des actifs et qui ont droit à une retraite méritée. Mais pour encadrer ces actifs déjà retraités, qui sont d'un certain âge, il faut qu'il y ait d'autres forces qui travaillent, qui puissent continuer de produire pour soutenir ce mode de développement et ce mode économique et social. Or, on le voit par exemple paradoxalement avec l'Europe. L'Europe est vieillissante. Sa population est vieillissante et elle a besoin de nouveaux bras pour maintenir ce niveau de développement qui a été le leur pendant de longues décennies. Alors, l'Afrique, par rapport à tout cela, quel est le problème de fond?
le problème de fond n'est pas seulement sur le plan politique. Parce que, maintenant, attention, je préfère quand même faire un distinguo. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est forcément sur le plan politique le plus apte à conduire les affaires d'un pays. A contrario, ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on est forcément Actif. Non, la personne, il doit la mise indiquée pour conduire les affaires d'un pays. Ce que nous dénonçons, c'est le fait que de plus en plus, nos États, dans leur organisation fêtière, au niveau du sommet, sont constitués de plus en plus des gens qui, normalement, devaient faire valoir leur droit à la retraite depuis très longtemps. Quand c'est quelques individus, ça peut se comprendre. Mais quand c'est la majorité obèse de tout un gouvernement, de toute l'administration d'un pays, qui est constitué des gens qui ont entre 70 et 80 ans, ça pose problème. Parce que même du point de vue de l'innovation, sentir, n'est-ce pas, la direction dans laquelle le monde est en train de basculer, ça leur pose beaucoup de problèmes. Alors, la seule explication qu'on essaie de donner, c'est l'expérience. On dit, ah oui, vous savez, nos pays ont des problèmes, on veut des gens qui ont un peu d'expérience pour essayer de maîtriser toutes ces contradictions qui se dynamiques, n'est-ce pas, qui traversent nos pays, donc il faut des gens d'un certain âge. Alors que, quand on regarde très bien, au début des années 60, avec les indépendances, la plupart de ces gens qui sont encore aux affaires aujourd'hui, c'est eux qui ont été appelés à diriger le pays. Oui. Les gens l'oublient. Ils l'oublient beaucoup. Dans ce pays, il y a des gens qui ont été ministres à moins de 30 ans. Ministres à moins de 30 ans. Marseille Yondo, par exemple. Bon, je peux citer, au-delà de Marseille Yondo, il y a plein de noms. Et ils étaient aux affaires à des postes clés. Quand vous êtes ministre... Le chef de l'État camerounais également, il ne faut pas également l'oublier. J'allais chuter par lui. Quand vous êtes ministre des Finances à moins de 30 ans, c'est un problème. Vous voyez, ça veut dire qu'on a confié cette responsabilité à la jeunesse. Mais pourquoi ? Parce qu'en réalité, ceux qui sont venus aux affaires après l'indépendance, c'était les jeunes étudiants qui rentraient fraîchement de l'Occident. Oui. Des gars qui avaient été brillants, qui ont eu des bacs à 19, 20 ans, et on avait des gens qui étaient des docteurs presque à 25, 28 ans, donc c'est eux qui ont pris les affaires à main. Les Niat Difendi, tous ces noms-là, c'était des gars qui étaient jeunes, vraiment capables d'impulser un développement. Chemin faisant, n'est-ce pas, cette génération s'est agrippée au pouvoir. Elle n'a pas su tisser les passerelles, elle n'a pas su, à un moment donné, passer le témoin à une jeune génération qu'ils avaient formée. Vous me direz que oui, on a fait confiance à des jeunes. Les 3 cas se retrouvent aujourd'hui à Kondengi pour des questions de malversation financière. Mais les malversations financières sont le fruit de l'incapacité de l'État à pouvoir mettre en place une certaine discipline sociale, morale, etc., pour que les gens ne se donnent pas à cœur joie en tapant dans les caisses de l'État. Donc c'est l'État, en réalité, qui est responsable de ce qui s'est passé après. Donc cette jeunesse-là, elle a envie de faire des choses. Mais pour que cette jeunesse-là soit capable de faire ces choses-là, il faut qu'on organise le pays autrement. Qu'on ouvre des perspectives d'avenir pour cette jeunesse. Qu'on leur donne la possibilité de pouvoir s'expliquer. J'aime à dire que vraiment, que sans faire fleurisse, n'est-ce pas, qu'on laisse exploser le génie qui est en eux. Et le génie, il y en a. Hein. Le génie, il y en a. On a vu encore avec le Covid-19 ce qui s'est passé sur le continent africain. De toute façon, je ne parviens pas à comprendre une chose. Si nos aînés, qui sont aux affaires aujourd'hui, pensent que eux, ils ont apporté quelque chose à la nation à leur temps, pourquoi peuvent-ils, en confisquant le pouvoir, penser que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas en capacité de faire quelque chose? Moi, je ne comprends pas. Donc, j'insiste là-dessus. La question ici n'est pas une question d'âge. C'est une question de capacité à impulser le changement qu'il faut. Or, la plupart des jeunes dont on fait la promotion, on connaît le type de jeunes qu'on fait ce sont des larbins, ce sont des bénébiwi, ce sont des lécheurs de bottes dont on fait la promotion. Ceux qui sont en rupture avec soit le discours officiel, soit la politique officielle, soit l'établissement officiel, mais qui ont un know-how, qui ont un savoir, qui ont une volonté, n'est-ce pas, de tout faire pour contribuer à apporter les petites pierres et des fils, ils sont écartés. C'est pour ça que quand vous allez voir aujourd'hui, grosso modo, dans nos pays, surtout les pays dits francophones, le discours doit être un discours bien arrondi. Vous savez, si vous n'êtes pas dans le politiquement correct, vous êtes complètement écartés. Ceux qui sont aux affaires, ceux qui sont acceptés, c'est ceux-là qui sont dans le politiquement correct. Et ceux-là,
est valable. On peut le dupliquer sur le champ politique, comme sur le champ économique, comme sur le champ social. Parce que le politique regentant tout, et nous sommes dans des conditions politiques où, en réalité, l'appareil politique cerne complètement l'ensemble, n'est-ce pas, du périmètre à la fois social et économique. Ça fait donc que si vous voulez percer, il faut être complètement à genoux devant ces gens-là, à la botte de cette oligarchie qui dirige le pays. C'est ça qui, à mon sens, qui coince et qui donne l'impression que nous sommes dans l'incapacité d'avancer. J'entends souvent les gens dire, oui, vous les Africains, vous les Camerounais, vous bavardez beaucoup, il faut travailler. Mais pour travailler, il faut que les gens aient la possibilité de travailler. Il faut des opportunités. Quand vous n'avez pas la possibilité de travailler, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je me souviens, j'ai dirigé une petite entreprise qui a fait dans les télécoms. Nous faisions dans les déploiements à l'époque. J'ai vu les jeunes travailler. À partir du moment où ils savaient qu'à la fin du mois, ce qu'ils gagnaient pour leur permettre de s'épanouir et s'assumer et être au service de sa famille. Ces jeunes bossaient comme des démons 24 sur 24. Et dans des domaines très techniques où on n'avait même pas en réalité suivi une formation très très pointue. Je les ai vus à l'œuvre. Alors je me suis dit, de quoi on parle? On parlait justement encore de nos villages. Je regardais dans nos villages. Moi, je me souviens de mon fait papa, de son épouse. Bon, nous, on a grandi ici, mais de temps en temps... On allait au village. Mais ce que j'ai vu était ahurissant. Les gens partent de leur domicile à 6 h du matin pour revenir à 17 h. Sauf que quand vous avez fait une cacaoyère qui produit et qu'il n'y a pas de route pour dégager le produit de votre sueur, finalement, les gens sont découragés. Et quand ils sont découragés, qu'est-ce qu'on leur offre? On leur offre des sachets de kitoko qui sont produits par des... Non, c'est ça le problème. Pour annihiler complètement tout leur espoir. Et des gens qui étaient des gens de valeur finissent par se convaincre qu'ils ne sont que des rebuts de la société. Donc, c'est ça le système dans lequel on organise les choses de telle manière que cette jeunesse finit par perdre ses moyens, finit par perdre confiance en elle-même, et soit une jeunesse où vous avez un fils qui a un bac, qui ne parvient plus à continuer, vous dites, bon papa, moi, achète-moi une moto. Je dis, c'est pour faire quoi? Il dit, moi, je veux conduire la moto pour être indépendant. Je dis, c'est pas possible. Alors qu'à notre époque, les gens ambitionnaient de voir quelqu'un qui les tient la main pour poursuivre les études, pour être dans des secteurs productifs plus tard. Ce n'est plus le cas. Donc j'estime que la jeunesse, surtout africaine, celle d'aujourd'hui, elle est complètement sacrifiée. Et c'est pour cela que vous voyez les gens qui prennent le chemin de l'exil, ils traversent les déserts, et la Méditerranée en est une grande expression de ce grand cimetière à s'élever avec cette hypocrisie internationale. Mais maintenant, il faut aussi quand même interroger l'Occident. Il faut interroger l'ONU, qui pond tous ces thèmes à longueur d'année, alors qu'elle-même a contribué à maintenir ce système inégalitaire sur le plan mondial, qui oblige les décideurs de la périphérie ici chez nous de mettre en place, à implémenter ces politiques qui sont contre la jeunesse, qui organise un véritable génocide contre cette jeunesse. C'est ces institutions sur le plan international, c'est cette ONU-là qui le permet. Sinon, expliquez-moi un peu. On crie, je prends un thème simple, pour vous montrer la cupidité, j'allais dire le cynisme, n'est-ce pas, des bien-pensants de la communauté internationale. On nous parle depuis un certain temps de réchauffement climatique. OK? On dit non, on a fait les COP 21, les COP 1000, les COP machin. Mais vous et moi, quand nous sortons dans la rue, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un balai incessant. Des billes de bois. N'est-ce pas? Des grumiers qui transportent des grumes. On se pose la question, mais en fait, on est en train de combattre quoi? Qu'est-ce qu'on combat? Oh, c'est ces gens-là, ces gens qui sont là-bas, dans la prétendue sphère internationale, qui sont les acteurs principaux de cette déforestation. Alors qu'on aurait pu, regarde toute la jeunesse que nous avons, regardez nos rues, tous ces jeunes-là qui essaient de se battre. Si on avait organisé ici, localement, dans les pays où on a une ressource aussi importante que le bois, une véritable industrie de bois, avec des transformations localement, oui. Vous vous imaginez? On aurait notre type de pays. Mais non, ils obligent qu'on coupe le bois brut, c'est-à-dire qu'on fasse des fûts et qu'on les leur envoie. C'est eux seuls qui sont en mesure de travailler ce bois. Mais qu'ils apportent donc. On parlait à une certaine époque ici d'un transfert de technologie. Le transfert de technologie est bloqué chez eux. Alors, comme nous avons donc des gens d'un certain âge qui sont bloqués, qui n'osent pas, tout le monde n'est pas Sankara, vous voyez,
qui n'osent pas, n'est-ce pas, prendre certaines décisions hardies pour essayer de dire que nous allons essayer de faire les choses correctement, nous sommes dans un petit bocal, on tourne en rond. Il faut libérer les génies qui sont au sein de la jeunesse. Et pour libérer les génies qui sont au sein de la jeunesse, leur donner la possibilité à ces jeunes de s'exprimer, il faut changer complètement de conception politique dans nos pays. Si nous continuons d'être des enfants soumis au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, aux institutions bilatérales et de finances bilatérales et multinationales, en respectant le dogme, je ne sais pas, des institutions Brotherhood et de l'ONU qui emberlifient complètement, n'est-ce pas, dans le discours, nous bassinent des concepts qui sont complètement creux, qui ne veulent rien dire, cette jeunesse-là va continuer d'être piétinée, va continuer d'être, sur lequel elle va recevoir des crachats, des goulubets. Ceux qui vont essayer, n'est-ce pas, de sortir la tête de l'eau, c'est ceux-là qui se seront mis aux ordres par rapport à l'oligarchie dominante du moment. Et ce n'est pas comme ça qu'on développe un pays, ce n'est pas comme ça qu'on développe un continent, d'autant plus que ceux-là qui nous imposent cette vision, de temps en temps, ils comprennent quand même qu'ils doivent se mettre en retrait pour laisser à leur jeunesse le pouvoir de pouvoir s'exprimer. On le voit avec la France de M. Macron, quelque chose qui ne cadre pas avec ce que nous avons dans nos États ici. Éric Bebamika, on a quand même l'impression qu'on note l'hypocrisie même de ces politiques, il faut le préciser d'ailleurs, hein, 87% aujourd'hui dans l'Afrique francophone, il faut le dire, je parle bien sûr des gouvernants, ont traversé l'âge de 70 ans, et pendant ce temps, la jeunesse est sur les motos, la jeunesse traverse les océans, traverse la Méditerranée, traverse d'ailleurs le désert, pour aller chercher fortune ailleurs. Comme le disait d'ailleurs Patient Parfum d'Homme, on a l'impression que cette jeunesse est sacrifiée, et personne en tout cas ne se plaint. Ou alors ne la plaint. Non, je pense quand même que c'est aussi un problème conjoncturel ou alors structurel. Parfait l'a si bien dit tout à l'heure, au début des années 60, les premières personnes qui ont revendiqué l'indépendance essayaient de mettre les balises, en fait, les pierres pour pouvoir construire la nouvelle République était pour la plupart des jeunes. Oui. Il a oublié de citer les noms. Mais il y a des jeunes qui reviennent également, comme le Victor Kanga, qui était ministre de la Justice à 25 ans. Toutes ces personnes d'ailleurs qui sont à la tête des États africains aujourd'hui ont été jeunes, ont été poussées très jeunes d'ailleurs dans la politique, très jeunes justement aux sphères de la nation. Que ce soit ici ou ailleurs, il y avait cette... Mais aujourd'hui, ces personnes ne pensent pas à la jeunesse. Voilà. Donc, il y a eu à un moment, avec l'évolution des choses et du monde, une volonté manifeste, je l'ai dit ici une fois, de pouvoir utiliser la démocratie comme étant un peu le ventre mou d'une autre idéologie qui n'était pas forcément, qui était forcément voilée. Parce que la plupart des États se sont cadenassés dans des monarchies libérales et ils ont beaucoup plus voulu utiliser le concept de démocratie qui forcément met l'accent sur la pluralité dans les rapports intergénérationnels. Et dans notre contexte à nous, les jeunes ont toujours joué ce rôle prépondérant, primordial, avant-gardiste de protection, de revendication d'un certain nombre de choses. Et ça a marché puisque nous sommes arrivés forcément dès 1959 à la loi d'abrogation des pays sous tutelle qui a permis au Cameroun forcément d'amorcer progressivement les marches de l'indépendance. Mais ça s'est fait également sur le prisme de ceux-là, en fait, sur le prisme de la punition de ceux-là qui ont osé, à cette époque-là, mettre sur la place publique ou alors sur la place mondiale les questions d'indépendance en réalité. De nos jours, le concept de jeune rime un peu avec ce que Parfait disait tout à l'heure, sacrifice. Parce que, voyez-vous, les jeunes sont mis au banc des touches. Ils sont relégués au banc des touches. Ce sont les jeunes aujourd'hui qui sont conducteurs de moto, hein, voilà. Comme disait d'ailleurs Patient Parfum, qui n'ont pas de travail. On parle d'insertion professionnelle. Alors, la seule insertion professionnelle aujourd'hui, c'est d'avoir une moto. Oui, mais ça dénote un peu de la mauvaise conception des stratégies économiques pour sortir ou alors pour offrir l'emploi à plus d'une personne qui peuvent être compétentes et participer à la construction de leur pays. J'en discutais justement avec un homme politique de renom de notre pays, qui nous disait que pendant longtemps, il a bâti sa stratégie de conquête du pouvoir suprême sur la jeunesse. Et après près de 30 ans, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé parce que, en réalité, cette jeunesse sur qui il se fondait, en fait, ce qu'il avait espoir pour pouvoir conquérir le pouvoir, il s'est rendu compte que cette jeunesse était corrompue.
Et quitte à moi d'aller plus loin pour savoir qu'est-ce qu'il entendait par corruption. Et il évoquait justement cette précarité dans laquelle la jeunesse africaine et camerounaise est plongée. Et sur ce contexte-là, elle est en proie à saisir toutes les opportunités, quitte à refuser de se noyer, comme disait un grand politicien et stratège de ce pays. Donc, c'est la configuration à laquelle la jeunesse est plongée. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'opportunités qui se présentent en elle et il y a beaucoup de difficultés qui résident en elle. Donc, pour qu'elle saisisse dans les opportunités, il y a une sorte de conditionnalité auquel elle doit souscrire. Malheureusement, cette conditionnalité réside sur le fait qu'elle est obligée de s'auto-corrompre, à la limite de s'auto-détruire pour pouvoir avoir droit de citer. Il y a forcément des ouvertures aujourd'hui, peut-être on en parlera tout à l'heure. Parce que le monde d'après-guerre ne peut plus être le monde de jeu, parce qu'il y a des signaux qui nous sont renvoyés. Aujourd'hui, c'est un jeune qui dirige l'Empire français. Qu'on le veuille ou non, ça fait problème. Parce que le rapport entre ces jeunes et la vieille garde qui sort prioritairement de l'après-guerre ne peut pas être aussi digeste que les rapports que le monde est en train d'imposer aujourd'hui. Parce que lorsque j'essaie un peu de faire ces démonstrations, on me dit que Trump n'est pas jeune. Mais Trump également bénéficie d'un certain nombre... Il a été très jeune, il a été très jeune aux affaires. Très jeune aux affaires d'ailleurs. Oui. Hein. Et actuellement, même quand vous regardez l'équipe de Trump, sa fille, son beau-frère, c'est constitué essentiellement de jeunes, pour la plupart. Et ça prouve sa proactivité. Et il est tout le temps en train de tweeter, on l'a surnommé le président des tweets. Et il faut vous rappeler, pour ne pas m'écarter dans cette analyse, lorsque le président de la République a nommé le jeune Malaouda Malachi. Le 4 janvier 2019, vous avez vu comment le mec s'est démarqué. C'est-à-dire qu'il a mis en avant cette vitalité de la jeunesse. Il a commencé à faire des comptes rendus, à tweeter, et surtout cette proactivité à chaque fois qu'il y avait un problème, il était au courant, il avait un briefing, et directement il passait à la sanction ou aux félicitations. En fait, c'est cette vigueur de la jeunesse qu'on doit mettre au devant. Donc, pour vous aujourd'hui, la jeunesse est effrayante finalement. Si elle est tellement proactive, si elle sait faire pas mal de choses, les vieux ont peur de cette jeunesse, qu'elle pourrait justement l'écarter des affaires. C'est un constat de fait. Aujourd'hui, même dans notre contexte à nous, on n'a pas besoin d'avoir des jeunes brillants à l'intérieur des structures de réflexion, ce que les anglo-saxons appellent les think tanks. Parce qu'on a toujours comme l'impression qu'à la fin de ce processus-là, le grand bénéficiaire, puisque lui il est jeune, et il a le temps devant lui, c'est ces jeunes-là. C'est ce jeune-là, justement. Donc il faut à tout prix l'écarter et ne pas lui permettre de pouvoir grandir dans cette expérience. Et puis en termes d'expérience, c'est tout simplement des situations vécues qui fondent l'expérience. Ça veut dire que le vieux peut vivre une situation à 70 ans, ça bâtit son expérience. Tout comme le jeune peut vivre la même situation à 20 ans, ça bâtit son expérience. Ouais. C'est situationnel, ça n'a rien à voir avec la longévité sur Terre. Donc, pour dire que les problèmes des jeunes, on peut en débattre peut-être toute une vie. C'est le sujet en tout cas ce matin, ne vous inquiétez pas. Mais il y a ce problème-là que, aujourd'hui, la configuration mondiale oblige nos États africains à s'adapter, à mettre au devant de la scène un plus grand nombre de jeunes, à la fois masculins comme féminins. Parce qu'il y a également quelque chose qu'on ne présente pas. On s'est rendu compte que notre jeunesse féminine est en train de disparaître en termes de leadership. Parce que c'est la jeunesse masculine qui se bat à exister. Celle féminine est totalement en train de disparaître. Totalement. On ne peut pas compter le nombre de jeunes, peut-être, dans l'espace politique au niveau du Cameroun. Michel Ndoki peut faire l'unanimité, c'est elle qui revient, c'est elle qui anime, mais on ne peut pas aligner comme ça 5 ou 6 personnes de sexe féminin qui peuvent avoir la même carrure, la même témérité, la même prise de parole sur la scène publique, les mêmes risques. Donc il y a également ce problème. Donc on pense à nous, jeunes masculins, mais il y a un problème que la jeunesse féminine, le leadership féminin est en train de prendre un coup sérieux. Au-delà des paillettes, des paillassons qu'on essaye, des bling-bling qu'on essaye de nous servir sur la scène publique, il y a un problème qui est fondamental, c'est que nos jeunes, pour la plupart, sont en train de disparaître sur la scène publique et sur l'école du leadership mondial. Patient Parfum d'Homme, aujourd'hui au Cameroun par exemple, et surtout en Afrique francophone, on a l'impression aujourd'hui que la jeunesse
elle ne compte plus sur les gouvernants. Elle ne compte plus sur tous ces fonctionnaires. Elle ne compte sur personne d'autre parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, on ne leur rend pas du tout service. Oui, mais c'est une donnée qui est là. Ce mal-être, n'est-ce pas, qui essaie d'habiter cette jeunesse-là. Elle commence même à développer, pour ceux qui sont un peu dans les extrêmes, une haine contre leur pays. Leur gouvernant, leur pays. Tout simplement parce qu'ils estiment que, bon, ils sont lésés, on les a abandonnés. Sauf que quand on regarde cette jeunesse-là, tout à l'heure on a parlé des jeunesses, de ces jeunesses-là qui, pendant les premières années d'indépendance, ont pris les rênes de l'appareil politique dans notre pays, de pouvoir étatique. Mais regardons comment elle a été encadrée. Elle a eu toutes les chances. Vous avez au début de ces années-là, si vous avez un bac, c'est fini, c'était le chemin de l'Europe. Pour aller vous former et revenir avec un background assez important. Vous savez que c'est avec ce régime qu'on a mis fin à la gratuité de l'enseignement supérieur. On y a collé maintenant des pensions qu'il fallait payer. 50 000. On vous dit 50 000, mais dans nos universités, vous savez très bien, vous êtes quelqu'un qui est encore actif dans ce secteur. À partir d'un certain diplôme que vous aspirez, ce n'est plus 50 000. Hein. Ça explose, 500 000 poussières dans les universités publiques. Bon, donc on voit, ce sont des barrières qu'on met à l'épanouissement de cette jeunesse. Quand vous avez dans un pays qui ne s'occupe pas de sa jeunesse, qui ne s'occupe pas de la formation de sa jeunesse, qui ne s'occupe pas de donner la possibilité à cette jeunesse d'acquérir de l'expérience, vous savez, cette formule, n'est-ce pas, lapidaire. Une société sur la place cherche un comptable, mais il faut avoir 3 ans à 5 ans d'expérience. Si vous n'avez pas de boulot, vous allez avoir cette expérience comment? Or, ces gens-là, certains, sitôt sortis des amphis, ont occupé des postes de responsabilité dans le pays. Donc, voilà les situations. Voilà les situations. Donc, je dis, quand on fait une étude comparative, c'était une jeunesse, leur jeunesse, elle était gâtée. Ce fut une jeunesse dorée. Il fallait seulement faire un peu d'effort. C'est fini. Tu étais au firmament de... Tu étais sûr d'avoir un avenir, une carrière riche. Aujourd'hui, pour avoir cette carrière-là, Steve, il faut être soit dans les loges, soit être dans les choses que nous dénonçons sont ici immorales, pour que l'ascenseur te soit rendu en tant que jeune. Or, les parents souffrent pour envoyer les enfants à l'école. Les parents souffrent pour encadrer les enfants pour qu'ils ne prennent pas les chemins de travail. L'État lui-même souffre dans les encadrements divers, les hôpitaux, quand les enfants sont malades, etc., etc. Et d'autres programmes sociaux. Quand vous investissez, ce sont des tas de milliers de milliards comme ça sur un corps aussi important que la jeunesse. Et qu'au moment où ils doivent être actifs, où doivent, retrocéder à la nation ce qu'ils ont eu accumulé de part de leur famille, de leurs parents et même du pays, vous leur barrez la route, vous dites que non, maintenant votre horizon indépassable, c'est ici. C'est quoi ça? C'est un génocide. Et c'est pour cela que nos pays n'avancent pas. Donc nos pays doivent avancer et ils doivent être capables de dire à ceux qui gouvernent le monde que non, il y a certains de vos programmes dont nous on ne peut pas être d'accord. C'était ça, la magie de Sankara. C'était ça. Mais pour que cela soit possible, il faut que les gens reviennent sur terre. Parce que nous savons des gens actuellement aux affaires qui ont l'impression que, bon, eux, ils sont bénis des dieux. Vous avez déjà vu quelqu'un de votre famille qui a la chance d'être là-bas en haut, il considère les autres comme des déchets, oui, pratiquement. Parce que lui, il peut se frotter avec les grands de ce pays, il est quelqu'un, et c'est ce même complexe qui a été reproduit par nos frères qui sont déplacés de l'autre côté. La question de la double nationalité se pose aussi parce que, bon, quand on voit certains de nos frères, vous voyez, vous étiez avec quelqu'un là qui n'était, excusez-moi le terme, mais pas grand-chose. Mais il a traversé là-bas, il revient avec un passeport Bordeaux, il construit des maisons à ses parents, il fait des choses à sa famille, et toi qui... Il change carrément. Carrément, toi qui es bardé de diplôme, mais tu es derrière la moto. Vous voyez comment on tue quelqu'un? Tu n'as pas d'espoir. Tu te poses la question, mais quelle est la malchance que tu as fait? D'autres disent, naître au Cameroun, c'est un métier. Et que même en enfer, on dit, où sont les Camerounais? Mettez-vous d'abord de côté, parce que vous avez vécu l'enfer sur terre.
C'est ça. Et bon, ce n'est pas uniquement au Cameroun, tous les pays d'Afrique ont le même problème. Il faut que... C'est une caricature. Oui, une caricature. Il faut que les décideurs africains comprennent le sens de cette affaire-là. Il faut savoir passer les témoins. Mais comment comprendre justement que ces personnes qui sont aux affaires aujourd'hui, qui avaient été justement encouragées par ceux d'avant à entrer justement du jeune dans les affaires, n'encouragent pas les autres aujourd'hui à entrer dans les affaires? C'est la corruption. C'est quand même quelque chose qui épate. C'est la corruption morale. Ils ne sont plus... Ils oublient d'où ils sont venus. C'est la corruption morale. Moi, j'aime à le dire. Je ne veux pas citer les noms. J'ai vu des gens là. On dit il a détourné 100 milliards. Mais c'est des gars, quand on remonte dans leur historic case, il y a cela 30 ans, ils avaient encore des chicopiers, 40 ans. C'est des gars qui avaient des chicopiers. Mais comment un type donc qui a vécu la misère, qui a vécu dans des conditions extrêmement difficiles, comment un type comme ça arrivé aux affaires ne pense pas à tirer aussi vers le haut ceux de ses petits frères qui sont dans les situations presque identiques à la sienne de cela quelques décennies? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Africains? C'est ce que je ne peux pas comprendre. Donc, pour cela, tant qu'on va laisser les individus de manière libre de faire des choses, on n'ira pas loin. Il faut que l'État soit un État fort, un État central qui oriente, qui donne les indicatifs, les indications de telle manière qu'on puisse tirer l'ensemble de notre pays vers le haut. Tous les débats qu'on fait là, souvent, tourne autour de cette question, de cette incapacité de l'État à fixer ce cap-là, à avoir cette volonté-là, à impulser une dynamique qui donne à penser que tout le monde au pays dit « Ah, l'heure est arrivée pour moi de faire quelque chose et pour pouvoir évoluer. » C'est ça. Si on ne le fait pas, je continue de vous le dire, rien de bon ne suffira. On a parlé par exemple, le chef de l'État a fait plusieurs discours sur la jeunesse, elle doit rentrer, la terre ne ment pas, on nous raconte la terre ne ment pas. Mais pourquoi la terre ne ment pas? Il faut d'abord que tu aies la terre. Il faut d'abord même la route d'abord. Il faut d'abord que tu aies la route pour sortir tes produits. Il faut qu'il y ait une banque qui puisse accompagner ceux qui se sont lancés dans le secteur agricole. Oui. Il n'y en a pas. Mais il y a des banques pour ceux qui sont au sommet. Ils peuvent faire des prêts de manière indéfinie. Ils peuvent taper dans les caisses de l'État. Vous voyez donc, c'est-à-dire, ce schisme qui existe entre le Cameroun utile, entre guillemets, oui, et le vrai Cameroun, lui, qui est complètement dans la population de la misère. Mais je dis à la jeunesse, il ne faut pas qu'elle se décourage. Il faut justement, c'est le moment ensemble qu'on dit que c'est quand les temps sont durs qu'on reconnaît les vrais durs. Quand on a dit ça, quand on a brossé ce tableau, on doit aussi maintenant indexer aussi, n'est-ce pas, la responsabilité de cette propre jeunesse. Quelle est cette histoire où après vous avoir fait des études, après être battu, sur le fallacieux prétexte que tu n'as pas eu de boulot à la hauteur de ce que tu as investi comme énergie pour avoir, n'est-ce pas, les parchemins. De toute façon, c'est les parchemins, hein? Tu sombres dans l'alcool. Tu sombres dans la drogue. Tu sombres dans les comportements immoraux. Tu te dis que de toute façon, life is one shot. Donc, autant vivre ma vie aujourd'hui, je ne sais pas. Non. Cette jeunesse doit s'organiser. Elle doit, justement, imposer un autre paradigme au décideur du moment. C'est elle qui a la clé du changement. Mais il faut qu'elle le comprenne. Si cette jeunesse ne comprend pas, rien ne va bouger. Parce que les autres, on dit que quand la montagne veut parler, quand Mohamed veut parler vers la montagne ira vers Mahomet. Il faut que crée l'impossible. Et cet impossible, ils peuvent la créer pour imposer une nouvelle donne sur le plan social, politique, économique, pour changer justement le visage de notre monde. Et c'est pour ça que les jeunes, on n'a pas de documents, mais il y a plein de jeunes, bon, d'autres jeunes qui font des choses exceptionnelles. Vraiment, ces jeunes-là, ils sont des exemples, mais ils ne doivent pas être des étoiles filantes. S'ils sont des étoiles filantes, ça ne pourra pas impacter durablement dans la conscience des autres jeunes qui veulent aller de l'avant. Le leadership ne doit pas seulement se concevoir en termes de « je veux le pouvoir ». Le leadership doit d'abord se concevoir en termes de capacité d'organiser autour de soi de nouvelles valeurs pour changer justement la donne sur le plan national. Mais quand on dit oui, il est brillant, il est leader, c'est un grand parce qu'il veut le pouvoir. Mais comment vous allez avoir le pouvoir si vous n'avez pas d'abord participé à la construction d'une certaine masse critique en bas de l'échelle pour vous permettre de changer complètement les choses. Et c'est là où ça devient ingrat en termes de boulot. Ces jeunes-là qui mettent des mains dans la gadoue, ça devient très ingrat. Moi, à 21 ans, je suis membre du bureau politique d'un parti. J'ai été membre du bureau politique de l'UPC à 21 ans. Mais comme nous étions dans un combat frontal avec le régime qui est en place à Yaoundé, nous, on n'a pas émergé. Si on avait été dans des compromis avec ce régime, j'aurais pu être député à moins de 30 ans. Donc, c'est aussi des choix que les gens font. Mais sauf qu'on vous cache dessus, on dit « Ah, vous êtes des losers, tu n'as pas une grosse voiture, tu ne peux même pas organiser le deuil de ta petite soeur,
Parce que, bon, et tu es obligé d'aller commander sur des gens, eux, qui ont été dans la compromission en permanence, pour pouvoir être là. C'est ça, les difficultés de la jeunesse. Mais, je continue de dire, c'est à cette jeunesse de prendre ses responsabilités. Pourquoi, tout à l'heure, tu parlais de la jeunesse? Les gars qui créent, par exemple, l'UPC. Regardons. C'était des jeunes. Oumiobe est mort. 12 jeunes, d'ailleurs. Il n'avait pas 50 ans. Félix Roland Moumi est mort, il n'avait pas 35 ans. Pratiquement, Wandji peut-être, il avait 41 ans. Mais ces personnes se sont sacrifiées, justement, je vous ai posé la question, pour cette nation, le Cameroun. Ils sont d'ailleurs très nombreux sur le continent africain. Du côté, par exemple, de la RD Congo, il y avait un gars comme Patrice Lumumba, mort, très jeune. Du côté du Burkina Faso, vous avez eu Thomas Sankara, mort, très jeune. Ils sont morts très jeunes, mais aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui est oubliée, flouée, abandonnée. C'est parce que la culture dominante a celle qui a vaincu. Il y a toujours une histoire entre les vaincus et les vainqueurs. La culture dominante est celle qui est celle des vainqueurs aujourd'hui. Je vous avais parlé lors de la création de l'OUA, les deux camps qui s'affrontaient. Oui. C'est le camp de la compromission. C'est le camp de cette compromission qui est sorti vainqueur. Mais pourquoi ce maintien au pouvoir? Elle a complètement déconstruit, elle a complètement corrompu l'ensemble de la classe sociale. Au point où je vous dis, comment on peut comprendre que dans certains secteurs d'activité, des choses que l'on ne peut jamais imaginer, les gens vous disent, si vous voulez vraiment, on vous a pris comme stagiaire, mais si vous voulez qu'on vous confirme autant pour moi, dans un contrat à durée indéterminée, il faut que vous fassiez comme ça. Que vous soyez bilingue, comme on dit, pour ne pas heurter la sensibilité de nos jeunes téléspectateurs. Et avant, je crois que c'est des blagues, que les gens exagèrent, ils sont dans les constructions fantasmagoriques. Ah, oui. Non, c'est vrai. J'ai vu des jeunes qui m'ont dit que ça existe, et partout. C'est quoi cette histoire? Donc voilà. Mais ces embûches qui sont sur le chemin de la jeunesse ne doivent pas décourager nullement la jeunesse à s'organiser. D'où, chaque fois que je vois les jeunes qui s'organisent, j'applaudis. Sauf que, là encore, on a vu d'autres jeunes qui se disent que le jeu est très dur. Comme on dit, on aime le football. Le jeu est tellement dur que donc, il faut composer avec l'ennemi pour pouvoir avancer. Donc, ils jouent les leurs. Vous pensez que c'est une jeunesse qui s'organise, mais arrêtez, ils sont au service de l'oligarchie dominante, n'est-ce pas, de ces octogénaires qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Ils sont à leur service pour brouiller complètement les cartes, au point où souvent, on se demande où est-ce qu'on va aller. Donc, mais n'oubliez pas, la chanson aussi. Maintenant, quand on parle des jeunes, les gens disent, oui, vous exagérez. On est jeune de 7 à 77 ans. Bon, Pépin Bikaï est encore jeune. Je suis obligé de le reconnaître. Moi, je ne peux plus accepter que quelqu'un me qualifie de jeune. Je ne suis plus un jeune, malheureusement. Merci, patient parfum d'homme. Mais pendant ce temps, les voix de la jeunesse africaine, il faut le dire, se font de plus en plus entendre, Eric Pépin Bikaï. Et quelqu'un me posait encore la question hier, comment comprendre que les gens ne veulent plus aller à la retraite? Je vous pose d'abord ma première question. On va à la retraite à quel âge dans ce pays, au Cameroun? Ah, c'est une bonne question. Non, là, ça dépend des corporations. Je pense que pour les... Non, disons, non, tout dire. Non, tous les fonctionnaires d'État ne vont pas à la retraite au même âge. Les professeurs d'université, par exemple, vont à la retraite à 65 ans, avec la possibilité d'avoir une bonification de 2 ans. C'est le cas, par exemple, du recteur. À 67 ans, disons-le comme ça. De l'université de Yaoundé 2 et de l'université de Yaoundé 1 qui ont une prolongation. Maintenant, les fonctionnaires tels que les médecins et autres allaient en retraite à 60 ans. Je pense qu'ils ont également une bonification peut-être de 2 ou 3 ans lors d'un décret présidentiel qui date de moins de 2 mois. Mais je vais vous dire une chose. Maintenant, allons-y. Oui. Les contractuels d'administration à une certaine catégorie vont à la retraite à 55 ans. Oui. Et il y en a même qui vont à la retraite à 45 ans et autres. Je pense que les policiers vont à 55 ans en fonction du diplôme d'intégration dans le corps de la police, parce qu'il y a les écoles de formation des gardiens de la paix. Ça veut dire que tu dois plafonner peut-être ton grade. Si tu as excellé en faisant des formations internes, peut-être à officier. Parce que tu as entravé le CPE. Mais quand tu es peut-être officier, tu es sûr défini peut-être commissaire divisionnaire et puis il y a d'autres qui entrent à l'école directement comme commissaire de police. Donc ça veut dire qu'en fonction de ton diplôme d'intégration dans le corps de la police, cela pourra te permettre de pouvoir définir l'âge de départ en retraite. Donc le départ en retraite n'est pas uniformisé. D'ailleurs, ça fait l'objet... S'il te plaît, toujours l'âge en retraite, une seconde. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'harmonise pas au sein de la fonction publique cet âge de départ en retraite. Justement, je vois les gens qui sont dans le ministère des Postes et Télécommunications qui ont la retraite à 55 ans. Voilà. Mais c'est une grosse aberration. On voit des chercheurs
qui vont à la retraite à 55 ans. 68, Mais c'est quoi cette histoire? Il faut qu'on harmonise cet âge de départ à la retraite. Restons dans le sujet. Non, j'insiste pour certains fonctionnaires que je vois à la retraite à 55 ans, alors que c'est à ce moment qu'ils sont en capacité de donner le meilleur d'eux. Le meilleur d'eux. Donc vraiment, c'était un coup de gueule que je pose, que le président de la République voit cette question-là, pour que vraiment on harmonise l'âge de départ à la retraite, surtout pour les fonctionnaires des postes de télécommunications que j'ai rencontrés. Je vais vous raconter une histoire pour que vous compreniez très bien. J'avais mon voisin, il travaillait pour une entreprise que je vais taire le nom, et il avait, il faut le dire comme ça, un collègue qui, à chaque fois que l'heure de la retraite arrivait, baissait son âge de 5 ans. Non, il faut que la jeunesse, nous sommes jeunes, il faut que je le dise. Chaque fois que l'âge de la retraite arrivait, il baissait de 5 ans son âge. Alors un jour, il tombe très malade et l'entreprise prend l'initiative de l'envoyer et de l'évacuer à l'étranger. Seulement quand il arrive à l'étranger, sur le bordereau et tout, il est écrit qu'il a 55 ans. Alors il a des injections qu'on ne fait pas à cet âge-là. Finalement, on va lui faire une injection et il va mourir. Et on va se rendre compte finalement qu'il avait 85 ans. Je vous dis une chose simple. Il y a donc des gens comme ça qui veulent pas aller en retraite pour laisser justement à la jeunesse l'occasion, l'opportunité de travailler et de faire mieux. Non, je pense au-delà de cette anecdote, peut-être qui est réaliste, il y a un problème qui urge dans nos pays africains, c'est l'uniformisation de l'âge de départ en retraite. Et cette uniformisation ne peut pas être aussi latérale. Tout est fonction du confort intellectuel de ceux qui servent l'État. Parce qu'il y a par exemple des brillants pilotes de l'air qui sont allés en retraite dans ce que j'étais le nom, assez tôt. Pourtant, ils pouvaient encore former d'autres pilotes de chasse dans ce pays-ci. J'étais les noms. Mais parfois ceux-là retrouvent du travail ailleurs. Hein. Oui. Ils ne sont pas délaissés de cette manière-là. Le débat de départ, en fait, c'est juste une brèche qu'on ouvre. On va revenir dans le débat fondamental. C'est un débat mondial parce que vous voyez actuellement en France, l'une des sociétés, des questions qui bouillonnent. La société civile française, c'est le départ, l'âge du départ en retraite. Ceux qui veulent aller à 60 ans, ceux qui veulent aller à 62 ans, ceux qui veulent aller à 65 ans, c'est un débat permanent. Et ce débat également doit se présenter ici. Il y a un autre problème qui est fondamental en termes de départ. Parce que les gens ont cru comme raison que c'est parce que les gens vont en retraite qu'on trouve de nouveaux emplois ou alors qu'on laisse la place aux jeunes. Ce n'est pas toujours automatique. Parce que sur une année, on peut avoir moins de départs en retraite et plus de recrues au niveau de la fonction publique. Le problème, c'est que la fonction publique a un rôle d'encadrement. Parce que tout ce que nous faisons là, c'est parce que notre fonction publique, pour le moment, celle qui est chargée de pouvoir gérer le pays, présente des failles des dysfonctionnements dans leur déploiement. Il est important de comprendre que ce qui peut offrir des emplois pour la jeune génération qui arrive à vivre, parce que le taux d'accroissement naturel au Cameroun, par exemple, c'est de 2,3. Ça veut dire que sur moins de 10 ans, on a à peu près 20 à 30 000 jeunes qui arrivent, qui comptent. Et là, je suis même modeste en termes de présentation des chiffres. Il faudrait qu'on comprenne que c'est le secteur privé, des initiatives privées ou des joint ventures, État, personnel privé, qui peuvent être capables de créer des emplois de masse et des emplois décents. Parce qu'il y a aussi un problème. On parle d'emploi, mais il y a des emplois indécents. C'est-à-dire comme ceux qui travaillent à Socapalme et qui gagnent leur vie sous le prisme du régime de noix coupées. Sois-en sûr. Voilà, ce sont des esclaves. Mais dans un esclavage moderne. Donc, notre préoccupation... On élague un palmier à 40 francs. Voilà. Élaguer un palmier, c'est 40 francs. Couper, transporter. C'est-à-dire élaguer et transporter jusqu'au site. 40 francs. Parce que vous croyez que élaguer juste, il faut élaguer, descendre, transporter, ramasser les noix qui s'éparpillent au sol pour que vous ayez 40 francs. Oui. Il faut que vous compreniez ce type. Et moi, j'ai eu la chance de faire un master sur les questions de culture du palmier à huile, d'ailleurs. Donc, pour dire que non, le problème ici, c'est de créer des emplois au niveau du secteur privé. De telle en sorte que la ressource ne soit pas rare. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui? C'est que la ressource est rare. L'accès à la fonction publique qui garantit un salaire permanent, même lorsqu'on ne s'y rend pas. Ça signifie qu'il y a une confrontation. Et ceux qui tiennent les rênes du pouvoir sont obligés de fermer le robinet et pour l'ouvrir seulement pour ceux qui sont les leurs, malheureusement. Et le problème, c'est que les leurs représentent une minorité par rapport à la grande demande. C'est la raison pour laquelle les concours sont pour la plupart orientés sur le prisme de on tente la chance, on ne sait jamais. Mais en réalité, c'est une erreur. Parce qu'il ne faut pas tenter la chance à l'intérieur, tel que le système se présente.
le robinet est fermé. Et le robinet est fermé depuis les années 90. Et on ouvre seulement ce robinet à ceux qui ont, comme on dit au quartier, de la godasse. Maintenant, si on revient sur... on sort de cette parenthèse-là pour revenir sur les questions de jeunesse. Vraiment, les questions de jeunesse sont au cœur de toutes les problématiques actuelles et du développement des pays et du développement des pays de manière générale. Vous avez vu par exemple l'incident de 1988 à la place Tiananmen. Tiananmen, oui. Voilà, c'était des jeunes... Où des jeunes universitaires sont sortis. Avaient décidé qu'il faudrait qu'il y ait un changement de régime en Chine pour plus de liberté, par exemple. Ils ont été tués. Vous voyez actuellement ce qui se passe à Hong Kong. Il ne faut pas l'oublier également. Ce qui se passe à Hong Kong. C'est essentiellement des jeunes qui réclament, revendiquent à corps et à cri la démocratie. Bon, maintenant, la coloration, la géostratégie, tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Je reste sur la chute de Parfait. C'est-à-dire le fait que les jeunes doivent refuser de se résigner ou alors d'accepter cet état des choses. Même nous qui écumons vos plateaux, qui venons animer vos plateaux, on ne vit pas sur l'or, hein. Mais on ne plie pas. On ne se plie pas, autant pour moi. On ne vit pas sur l'or. Mais on refuse de se résigner. Ou alors on refuse d'installer notre haine sur la place publique à chaque fois qu'on prend la parole. Il faut rester dans l'analyse, il faut rester dans la prospective, il faut rester dans la construction permanente de notre pays. De toutes les façons, nous n'en avons pas deux. Nous n'en avons pas deux. Même si on a une plurinationalité, on n'a pas de pays. On a toujours un pays. On n'a qu'une seule et unique nation. Et il est important pour ces jeunes-là. Parce que parfois, je vois de la haine. Parce qu'en réalité, dans cet océan de désespoir, il y a des facteurs qui font de l'espoir. Par exemple, on s'accroche sur sa tribu. Et on essaie à chaque fois qu'il y a un problème social, transethnique, de pouvoir toujours donner raison à là où on vient. Même si là où on vient n'a pas raison. En fait, pourquoi je parle de manière prosaïque, pour se faire comprendre par les interlocuteurs qui sont de l'autre côté de l'écran. Ça veut dire que le tribalisme devient aujourd'hui un souffle-douleur de la part de jeunes qui ne parviennent pas à s'insérer. Et c'est un problème. Parce qu'on a comme l'impression que c'est l'autre qui est venu de l'autre côté qui nous a empêchés de briller. Il peut y avoir des fondements dans cette thèse-là. Mais il ne faudrait pas que ça soit un objet de haine de l'autre. Parce qu'en réalité, si tu es l'autre et tu la bats, tu n'auras pas un interlocuteur avec qui tu peux te sentir à l'aise. Parce que même si quand on doit aller consommer les spiritueux autres bières, on ne peut avoir du goût dans cet exercice que s'il y a l'autre. Et parfois, l'autre ne vient pas de là où tu sors. Donc, ce sont des questions qu'il faut mettre sur la place. Et surtout, présenter cette éducation à la jeune génération. C'est dangereux de croire que c'est parce que si on n'a pas reçu, c'est à cause de l'autre. Ou alors c'est sur le prisme d'installer un tribalisme. Non, il faut chercher les voies et moyens pour renverser l'ordre établi. Merci. Merci pour toutes vos réactions. Pris à occasion pour moi de prendre les réactions, si vous me permettez, très bien. Bien de prendre les réactions sur Facebook et surtout sur WhatsApp. Il y en a d'ailleurs, c'est beaucoup. Bonjour le plateau, c'est Oreb et Linjanga. Bonjour le plateau. Le débat de ce jour est très technique, Steve. Ceux qui gouvernent sur nous ne peuvent pas gérer en tirant le peuple vers le haut parce que dans les maisons obscures, on leur a inculqué la méchanceté et l'arrogance, eux-mêmes étant soumis à des choses terribles. Ils suivent leur projet, celui de diviser la société en deux, celle des compromis classe riche et celle des rejetés, dont le but est de les appauvrir davantage. Steve, il y a une grosse offre de compromission là dehors et c'est grave. Il n'y a plus de repères. La jeunesse a perdu justement ses repères, nous dit d'ailleurs Eline Djanga. Costa Rui nous dit que bonjour, la grande famille dit bien, je ne suis pas d'accord avec Parfum d'Homme, je ne comprends pas toujours comment un jeune au Cameroun a les moyens pour aller sur Facebook insulter nos dirigeants, mais n'a pas les moyens justement de chercher à trouver quelque chose à faire. Stéphane Sullivan Onana, comment voulez-vous que les dirigeants africains, surtout du précaré français, s'intéressent à leur jeunesse? C'est son interrogation. Déjà qu'ils ne sont pas africains, ils ont tous des passeports européens. Dès que quelqu'un, là, ça quoi
coince un peu. Dès que quelqu'un a justement une autre nationalité, dès que quelqu'un occupe un poste dans l'administration, son plus grand rêve, avoir un séjour ou une nationalité européenne. J'en ai vu plusieurs. Hein? Cas pareil. Stéphane Sullivan, il y a un gros souci avec le son. Réglage, s'il vous plaît, oui. On espère qu'on va régler le son et surtout le réglage. Olivier Ndioya, on a la mémoire courte. La jeunesse devrait se bouger et imposer la donne car personne n'a jamais voulu libérer le plancher. Stéphane Sullivan de Naki revient parfait à raison. Ce n'est pas à 60 ans qu'on devient Jésus sauveur du peuple. Un leader en politique se traduit par son parcours depuis sa jeunesse. Toujours sur Facebook. Bonjour Dibier, ce matin c'est Olivier Boko. Depuis Lomé, la fonction publique est improductive en Afrique et c'est de l'esclavage moderne. C'est le secteur privé qui doit développer nos nations. Stéphane Hugues, les panafricains, les Africains aiment copier sans réfléchir. En Europe et Occident et en général, tout ça en général dépend du montant de cotisation à la CNPS afin d'assurer ses vieux jours. C'est pourquoi la loi autorise aux jeunes d'ailleurs hein, accidentellement, ou bien il parle bien sûr, aux jeunes occidentaux de travailler dès l'âge de 16 ans sous le contrôle des parents. Ainsi, il peut aller en retraite à 42 ans, voire moins. Stéphane Sullivan, on en revient, n'en déplaise. La jeunesse d'aujourd'hui est forgée à l'image de ce qui les gouverne. Lorsqu'un jeune obtient un emploi sans possibilité de voler, il dit « je me débrouille quelque part là ». Il parle pas de travail, non, il dit que je me débrouille. Et bien sûr, il déclare que le salaire n'est pas bon, mais les avantages sont énormes. Je pense qu'il faut rééduquer les Africains dès la base en changeant le système éducatif actuel. Stéphane lui, pour lui, déclare un jeune qui, dès 16 ans, réussit à gérer 2 jobs, a plus de chances d'aller en retraite à moins de 42 ans, car payer plus à la CNPS et plus d'impôts. Je vais d'ailleurs sur WhatsApp maintenant. Salut le plateau et merci pour toutes vos émissions révélatrices de tous les jours. Philippe Yenou du Bénin. Merci à vous, hein, du côté du Bénin qui nous regardez et du Togo d'ailleurs. Bonjour, tout le plateau de Libye ce matin. Je salue l'intervention magistrale du grand frère Parfum d'Homme. Je vous assure que nous, les jeunes Camerounais, nous sommes piétinés et miettés, pour ne pas dire vendus. Aujourd'hui, même un Nigérian peut t'envoyer en prison sans que personne ne s'interroge. Toutefois, mon frère est parti déposer les dossiers pour un emploi dans une entreprise privée. On a voulu le sodomiser et il a fui. Bon, je pense que le gouvernement des pays africains ont embrigadé nos âmes dans des loges occidentales. Mais Dieu ne dort pas. Il s'appelle Vincent Mambou. Bonjour sur le plateau. Moi, cette histoire ici me dépasse. Depuis mon école primaire, on nous a toujours dit la jeunesse est le fer de lance de la nation. Secondaire, même chose. Université, même chose. Aujourd'hui, c'est le chômage. Or, j'ai un BTS en chaudronnerie industrielle. C'est Machiavel. Bonjour au panel et bonjour particulier à Monsieur Parfum d'Homme. Nous les jeunes Camerounais souffrons énormément, mais c'est de la faute des dirigeants et la nôtre aussi, nous les jeunes, car un jeune peut cotiser 300 000 francs à 500 000 francs pour aller en aventure, mais jamais pour développer un business rentable. Le vrai problème n'est pas le système qui nous a appris que pour réussir au Cameroun, il faut travailler à la fonction publique. Combien de jeunes savent faire quoi ? Voilà la question. Rassurez-vous, tous les jeunes qui ont appris un métier s'en sortent. La jeunesse camerounaise a refusé de descendre dans les rues l'année passée. Ceci pour dire que les jeunes savent qu'on ne peut bâtir que dans la paix. Donc, soutenez les jeunes à tous les niveaux, dans tous les domaines, car si la jeunesse camerounaise se soulève, même l'Occident ne pourra rien. Croyez-moi, je sais de quoi je vous parle. Merci. Mbondondje depuis Douala. Fidèle téléspectateur d'ailleurs, hein, il faut le dire. Je sais que vous écrivez encore hein, sur Facebook, je vais pas... Tu es débordé là. Je suis débordé par vos écrits. Bonjour Didier, je salue tout votre panel, plus particulièrement à monsieur Patient Parfum d'Homme, et lui dire merci. J'ai retrouvé le documentaire sur la Côte d'Ivoire. Quant au sujet de ce matin, le Cameroun est un enfer pour la jeunesse. Un chef de l'État à 60 ans aux affaires, des ministres 30 ans dans un même poste, des directeurs généraux des sociétés à vie, ouverture des églises pour desservir les jeunes, ouverture des bars afin d'écarter les jeunes à la chose politique. Vivement la fin du monde pour le Cameroun. Anta Diop Mevoa depuis Oyoma Bang à Yaoundé. Oui, merci également à vous. Bonjour DBS, pour moi il faut une jeunesse travailleur, non une jeunesse qui veut devenir riche avant le temps. Benjamin de la cité sikh à Douala.
ici, je pense que ça nous vient des États-Unis d'Amérique. Bonjour, je suis Sus Don Guy depuis l'Équateur. Ah, d'accord, l'Équateur. Salutations à Parfum d'Homme et à toi. Je voudrais d'abord dire on ne peut pas créer d'autres initiatives à partir de la société civile pour aider la jeunesse africaine beaucoup parce que les gouvernants ont échoué. Je suis Don Guy depuis l'Équateur. D'accord, on nous suit même en Équateur. Merci également à vous qui nous regardez depuis l'Équateur. Bonjour à toute l'équipe, quelle analyse faites-vous de la jeunesse des pays anglophones et celle des francophones? Hervé Jérémy depuis le Togo, bonne émission à vous. Oui, il a toujours insisté pour qu'on parle du Togo. L'Afrique est un continent d'avenir vu le taux de la jeunesse en excès. Pour que la jeunesse ait la parole et les décisions en Afrique, il faut qu'il occupe des postes de responsabilité, au moins à 49%. Certes, l'Afrique est jeune, mais les Africains ont besoin de l'expert, des experts et surtout des anciens, sûrement des personnes du troisième âge. C'est Yerima Abdourahman depuis Garoua. Bonjour Monsieur Ngos, le problème de la jeunesse en Afrique est très confus. La jeunesse est utilisée soit pour les placer devant les manifestations, soit les utiliser pour des sales besognes. Il ne nous a pas laissé son nom. Messieurs, je vais relire à la fin tout ce que vous allez écrire. Je voulais juste ajouter une information à ce que Papa a dit tout à l'heure. J'ai omis de le dire. Concernant les pensions à l'université, faut pas... parce que parfois... On n'a pas souvent l'habitude d'aller cueillir au niveau des tests qui organisent un certain nombre d'activités. La réforme universitaire de 93, c'est celle-là qui fixe la pension universitaire à 50 000, si je ne me trompe pas, et qui éclate l'université de Yaoundé en 6 universités universitaires, parmi lesquelles Yaoundé, Reboya, Tchang, Yaoundé 2, et puis, je pense, c'est université, pourtant pour moi. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas eu une réforme universitaire. Peut-être il y a eu la création d'autres formations universitaires dans d'autres régions du pays. Donc jusqu'à présent, quelle qu'en soit la filière dans les universités d'État, ça devrait être fixé à 50 000 francs. Quelle qu'en soit la filière. Puisque la réforme universitaire est claire, la pension désormais au Cameroun est fixée à 50 000 francs. Même si on ouvre les filières professionnelles, comme ils ont coutume de dire, en réalité, les enseignants ne sont pas censés venir de l'extérieur pour enseigner dans ces universités-là. Les enseignants sont censés venir des formations universitaires locales pour être enseignants dans ces formations professionnelles qu'on ouvre. Donc nous sommes également là, soit dans une grosse escroquerie, soit dans une approche qui n'a pas permis le toilettage des textes qui organisent les nouvelles formations dans les universités d'État. C'est juste cette question que je voulais faire. Messieurs, plus que 7 minutes pour sortir d'ailleurs de cette édition de DBS Matin. Hein. C'est la 3e de cette semaine. Le temps passe très vite. Pourtant, vous n'êtes que 2 sur le plateau. Et puis, il y a pas mal de réactions également de nos téléspectateurs et ceux qui nous suivent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Pour eux, aujourd'hui, il faut quand même que la jeunesse travaille. Oui, mais je continue de dire qu'il faut faire attention. Il ne faut pas donner l'impression que nous avons une jeunesse paresseuse qui aime l'oisiveté. Non. La jeunesse travaille énormément. Non, tous les jeunes ont besoin de se bâtir un avenir. Oui. D'avoir une famille, d'avoir un cadre qui permet leur épanouissement. Il y a quelqu'un qui me disait qu'on n'encourage pas la jeunesse. On a vu par exemple ces jeunes qui ont fait des couveuses pendant la période du Covid-19. On a vu ces jeunes qui ont fait d'ailleurs des portiques qui, à un moment donné, sont stérilisants. On a vu des choses extraordinaires. On a reçu une dame ici qui nous a fait du vin à base de plantain. Mais c'est ce que je vous dis. Donc quand j'écoute certains téléspectateurs dire qu'ils ne sont pas d'accord, les gens passent le temps à WhatsApp pour insulter. N'oubliez pas qu'il y a même le Facebook gratuit. Donc à partir de ce moment-là, quelqu'un à partir de son Facebook, ça peut être un exutoire pour lui, ce que nous ne validons pas. Parce qu'il faut quand même un minimum de civilité. Nous sommes des gens bien éduqués. Il faut donner cette éducation-là aux plus faibles. Mais je dis, la responsabilité en premier incombe à nos décideurs. Justement, qui n'encourage pas la jeunesse. Non, je prends le cas. J'ai vu un jeune là, tout à l'heure qui vous a écrit, qui vous a dit qu'il a un BTS en chaudronnerie industrielle. Bon, alors, vous savez ce que ce jeune peut faire? Oh, où est le chantier naval? Je vous apprends que pratiquement de Lisbonne jusqu'au niveau de Douala, il n'y avait pas une unité en termes de chantier naval qui avait les capacités de ce que le chantier naval de Douala avait. Il n'y en avait pas. On a tué complètement ce chantier naval. Qui était en capacité, avec ce qu'il voulait faire à Tiko, à Limbe, créer un hub pour l'entretien, pour la réparation de certains bateaux. Alors, tous ces jeunes-là qui ont ces compétences, parce que moi j'en connais, la plupart sont au chômage.
Depuis que la Sonara a cramé et qu'ils n'ont plus de petits jobs d'entretien, ils sont au quartier. Voilà de la ressource. Quand on nous dit les jeunes Camerounais ne sont pas formés, c'est faux. Beaucoup de jeunes sont formés, mais le seul job qu'ils ont maintenant, comme tout le monde, l'argent volé dans les caisses de l'État, on le met dans le bâtiment. Vous le voyez, c'est eux qui sont les carreleurs, ils sont des maçons, ils sont des peintres, n'est-ce pas? C'est tout. Mais ça, ce sont des boulots, je ne dis pas qui ne sont pas honorables, mais qui ne structurent pas de manière pérenne dans la durée, n'est-ce pas? Parce que le jour où il y aura un flop du point de vue de l'investissement dans le secteur immobilier, ces jeunes vont se retrouver au chômage. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que le Cameroun gagnait en termes de prestige, mais surtout en termes d'apport dans notre économie quand ce chantier naval existait, alors qu'il n'était même pas encore dans la phase ascendante de son développement. Mais il y avait déjà la base qui était là. Donc, c'est ça les problèmes de l'Afrique et du Cameroun. C'est-à-dire que là où on pense, au lieu d'orienter notre énergie vers les secteurs porteurs, vers les secteurs qui sont capables, n'est-ce pas, de siphonner une partie de la masse de ces jeunes qui sont formés, qui sortent de ces universités et centres de formation, on tue pour des raisons X ou Y, sans qu'on ne comprenne très bien, et on en arrive à ces aberrations comme ce que nous constatons. Nous constatons le rôle de la fonction publique. Si elle n'a pas un rôle essentiel au niveau de la création des emplois, qui sont aussi créateurs de richesse, elle a aussi quand même un rôle d'encadrement. Mais quand nous avons une fonction publique qui doit impulser cette vision, qui doit impulser ce développement, qui est complètement gangrénée par des comportements, n'est-ce pas, de brigands et de bandits que nous constatons, comment voulez-vous qu'un pays puisse se développer? Comment voulez-vous vraiment qu'un pays puisse prendre l'ampleur? Depuis qu'on nous parle des banques, on nous dit que toutes nos banques commerciales sont sur liquide. On a dit, ok, mais il faut des conditionnalités pour avoir accès aux prêts bancaires. Quelles sont les réformes majeures que notre État a pu mettre en place pour encadrer l'entrepreneuriat jeune? Moi, je ne veux pas dire, ah non, mais vous ne comprenez pas, il y a beaucoup de choses qui se font. Mettez votre demande au Fonds national de l'emploi, mettez votre demande au... Mais est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Donc, je pense que la jeunesse doit, comme je l'ai dit, ne doit pas se décourager. Elle doit reprendre son destin en main, elle doit travailler, mais surtout, elle doit s'organiser. Moi, je ne pense pas cette idée d'individualisme, quand on dit c'est le secteur privé. Oui, le secteur privé, mais que les gens se mettent ensemble. Ce secteur privé où chacun pense qu'il va décrocher la lune tout seul, je crois que c'est là aussi l'une des faiblesses sur le plan idéologique et conceptuel de notre jeunesse. Il faut que les gens qui sont sortis des écoles, qu'ils apprennent à se mettre ensemble, qu'ils se fassent confiance, c'est vrai que c'est compliqué, et qu'ils essaient d'initier, n'est-ce pas, certaines entreprises où ils vont se partager les bénéfices, mais aussi se partager les difficultés. C'est seulement comme ça que progressivement, on va voir l'émergence d'une nouvelle classe jeune qui va essayer d'être utile à son pays, mais surtout d'être des exemples pour les autres qui vont essayer d'aller dans ce sens. Mais une fois de plus, à nos gouvernants, arrêtez d'être des larbins de l'Occident. Pensez d'abord à vous. J'ai relu le parcours de Sankara. Sankara fait des choses extraordinaires, avec pratiquement pas de moyens. Mais arrêtez d'être les larbins de l'Occident, parce que c'est ça notre problème. L'Occident a son agenda. L'attentat qui s'est passé dernièrement au Niger, j'ai parcouru le CVDC, 6 jeunes Français qui sont morts. Minimum, c'était Master 2. C'était des jeunes, d'autres qui avaient moins de 30 ans. Mais pourquoi la France les envoie au Niger? Ils sont en train de préparer les doctorats et les masters, par exemple, en question de conflit, en question de la circulation des armes au Sahel, machin. Donc, là, un pays comme la France, elle, vous avez dit, c'est comment on sait rapidement, c'est une ONG à tête, mais à tête est financée, à des financements des États, des gouvernements français. Donc, ils organisent comme ils sont coincés et ils veulent savoir, ils veulent comprendre ça se passe ailleurs. Ils prennent la fine fleur de leur jeunesse qui est bardée de diplômes. Et on les envoie dans nos zones-là pour comprendre ce qui se passe. Nous, qu'est-ce qu'on fait pour l'instant? Bon, on est là à chanter les louanges de X et Y et à dire que c'est tel qui est Shogar. C'est pour ça que le pays est coincé jusqu'aujourd'hui. Je vais me tourner vers vous, Eric Pepin-Bikaï, pour sortir de cette édition, votre mot de fin. Parce que le temps est terminé d'ailleurs. Non, il faut pas que ceux qui nous écoutent pensent que peut-être on est en train de tirer sur la jeunesse, ou alors que ceux qui nous écoutent pensent que forcément on est en train de jeter l'anathème sur X ou Y. Le problème est structurel. La jeunesse camerounaise, par exemple, essaie de se battre, comme Parfait le disait tout à l'heure. D'ailleurs, le secteur informel peut en témoigner de cette vitalité-là. Bon, mais le problème, c'est que elle manque d'encadrement de la part de ceux-là qui ont la charge de pouvoir faire ce job-là. Parce qu'il y en a qui sont payés pour encadrer la jeunesse et qui n'apportent pas les résultats escomptés.
Du coup, cette jeunesse-là, on a comme l'impression qu'elle est délaissée en elle-même. Maintenant, sur le plan politique, dans notre contexte à nous, depuis les années 90, C'est terminé. Non. Juste quelques secondes. J'ai mangé toutes les minutes. Il y a eu des avancées. Oui. Et même cette jeunesse-là qui s'est investie en politique, on ne peut pas dire d'elle qu'elle n'ose pas. Elle essaye de se battre en prenant les positions qui sont les leurs. Et n'oubliez pas, pour ce qui concerne les jeunesses qui est compromise, quel qu'en soit le cas, quel qu'en soit ce qu'on peut être, il y a cette jeunesse-là qui doit payer les factures. Et on comprend son caractère corruptible sur un certain nombre de secteurs qui demandent sa témérité autant pour moi. Merci beaucoup, on vous comprend parfaitement, Eric Pépin Bikaï. Le temps pour moi de lire ces quelques messages. Kendrick Choupi nous dit que quand les Africains seront libérés des religions violentes étrangères, alors ça sera le début de la Renaissance. Olivier Boko, la jeunesse africaine n'a plus d'issue et ne voit que l'armée, l'enseignement, la sécurité et le commerce de friperie comme porte de sortie. Et je vais également prendre du côté de WhatsApp quelques messages. Bonjour le plateau et surtout merci parfait pour l'éclaircissement. C'est Henri Blaise. Il ne nous a pas dit d'où il nous écrit. Je m'excuse monsieur Ngos, moi c'est Abdoul Moumine, chef traditionnel de 3e degré de Godo-la-Gare dans le Diamaré, région de l'extrême nord. Merci également à vous. Bonjour le panel, à mon humble avis. Le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. Je pense que le gouvernement doit encadrer et créer un environnement favorable aux investisseurs ou entrepreneurs pour créer les entreprises afin d'employer les jeunes. Mais de nos jours, les leaders africains en général et camerounais en particulier ont mis dans la tête des jeunes que c'est le gouvernement en place ce qui les empêche d'évoluer et aussi que c'est dans la fonction publique qu'on réussit. Les leaders et politiciens africains instrumentalisent les jeunes pour arriver à leur fin égoïste. La faute est en grande partie aux parents car ils ont délaissé leur rôle, ainsi qu'au gouvernement pour le système d'études qui est basé sur la formation des bureaucrates. Il faut qu'on investisse sur les formations professionnelles, que nos gouvernants aient une vision d'industrialisation de nos pays. Merci Abdou Karim depuis Antananarivo. Antananarivo, c'est à Madagascar. Merci à vous sur WhatsApp et surtout sur Facebook pour toutes vos réactions. Parfait, patient, parfait homme, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Merci et puis merci aux téléspectateurs qui ont participé à cette émission pour la rendre un peu plus dynamique. Je leur dis vraiment merci. Interactive aussi. Interactive également. Voilà. Merci à vous également Eric Pépin Bikaï d'avoir été là ce matin. Nous remercions également les téléspectateurs qui ont pris leur peine pour nous écouter. Bon, ils n'ont pas été tous là ce matin, mais nous avons fait notre job. Vous qui êtes à la maison, n'oubliez surtout pas, la jeunesse est effrayante pour ceux qui l'ont perdue ou qui sont susceptibles de la perdre. Madame, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez justement sur DBS. L'information est en continu sur notre chaîne. Et comme disait souvent mon grand-père, nous aussi, nous étions comme vous. Mais un jour, vous aussi, vous serez comme nous. Bonne journée à toutes et à tous. Pépin, tu as compris. Je suis le vieux d'Aman, attention.